Bonjour Bonjour. et bienvenue sur ce webinaire avec Dr Fora, Garcia Fora, pardon. Alex, on t'appelle plutôt Alex, donc c'est plus facile comme ça, Alex. de l'Institut Marquès qui a accepté de présenter bien, ce sujet qui vous a beaucoup plu, puisqu'il y avait énormément d'inscrits à ce webinaire. On espère que beaucoup de personnes vont nous rejoindre également sur le live. Merci beaucoup. Alex, d'être avec nous, donc de la clinique Institut Marquès qui se trouve à Barcelone, avec qui on collabore également. Et l'idée aujourd'hui, c'était de parler des transferts. Est-ce qu'on va plutôt vers un transfert frais ou transfert congelé? Quels sont les avantages et les inconvénients des deux types de transferts? Évidemment, avec Fertiline, de parler de comment on peut se préparer pour optimiser ces deux types de transferts parce que c'est un petit peu différent. Et puis, en introduction, Alex, tu voulais aussi nous parler de quelque chose qui était très important parce que ce qui est aussi important de dire, c'est que on a une très très bonne relation avec toi, avec l'Institut Marquès, parce que on sait que vous regardez énormément les toutes dernières recherches et c'est très intéressant Et que parce que vous réalisez aussi les toutes exactement. dernières recherches. C'est pas seulement observer, c'est être Exactement, vraiment. réaliser des recherches un petit peu différentes des autres. Vous allez vous creuser vraiment, vous allez beaucoup plus loin. Et c'est très intéressant parce que des fois, on discute de ces recherches. C'est aussi des choses sur lesquelles on travaille. Et on trouve très intéressant d'aller beaucoup plus loin, de proposer aux gens vraiment une vision un petit peu différente. Et tu voulais nous partager justement une des dernières recherches qui a été faite en Espagne, qui était importante. Du coup, je te laisse la parole. Merci. Et comme d'habitude aussi, heureux d'être là et vous accompagner dans ces webinaires. Je pense que c'est toujours important de partager toute cette recherche, mais en essayant toujours de expliquer facilement, non? De pas d'aller trop au détail scientifique ou médical et parfois simplement vérifier ou vous faire comprendre l'impact, non, de ces recherches sur le jour à jour de ce qu'on fait, de cet accompagnement de tous nos patients, de la partie strictement médicale, mais bien sûr aussi, même avant le traitement, de l'accompagnement de mode de vie et vraiment optimiser dans toutes les petites conditions chacun des cas, chacun de nos patients et les mettre dans des conditions idéales pour réussir. Mais bien sûr, pas seulement réussir, mais être sûr qu'on est en train d'améliorer les possibilités maternelles, et fœtales, non? Et vivre, avoir la possibilité de vivre normalement aussi la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. Oui, aujourd'hui, la thématique, je pense, c'est une thématique très intéressante pour tous nos patientes, transfert frais ou transfert congelé. Mais avant d'y aller au détail, je pense que c'est aussi important d'expliquer ce que, bon, des recherches qu'il y a eu ici à l'hôpital clinique à Barcelone sur l'impact de l'infertilité, pas sur les traitements, sur le fait d'être non, en stérilité, même s'il y a des différents diagnostics, et aussi de l'impact globalement, et je ne vais pas aller au détail, simplement globalement des techniques de procréation médicalement assistée vu que probablement la majorité de patients sont connectés sont dans une ou l'autre de ces conditions. On sait que l'infertilité, soit masculine, féminine ou mixte, mais on a vu que même pour des patientes que finalement vont réussir à concevoir naturellement ou des patientes qui finalement auront besoin des techniques de procréation médicalement assistée, ont un risque plus élevé dû à cette stérilité, aux causes de cette stérilité, à avoir pendant la grossesse un fœtus, un bébé avec un poids plus bas de ce qu'on pourrait espérer, et même aussi au moment de l'accouchement, un risque d'avoir un nouveau-né avec un poids néonatal bas ou très bas. Et ça, c'est pas en liaison finalement à si elle a réussi à concevoir, à tomber enceinte spontanément ou à travers des techniques insémination, FIV. Ça, c'est vraiment la stérilité même, l'infertilité même et les causes de cette infertilité qui vont nous amener à un problème important d'un un poids bas ou très bas du bébé. Bien sûr, là, je pense, et vous savez bien que j'aime bien y faire attention à la partie de mode de vie, de essayer d'améliorer selon le diagnostic de chaque patient qui est différent, essayer de les mettre dans des conditions optimales pour réduire au minimum cet impact de l'infertilité sur le développement et
la croissance du bébé pendant la grossesse et au moment de l'accouchement. Et puis, pour ce groupe de patientes où finalement, il y aura le besoin de faire des techniques, soit des inséminations, soit la FIV, soit le don, donc tout ce qu'on peut leur offrir. Et globalement, sans faire des différences, parce que plus tard, bien sûr, on fera des différences entre embryons frais, congelés, ça c'est globalement pour toutes les techniques de procréation médicalement assistée. On sait bien que ce groupe de patientes auront malheureusement un risque plus élevé de prématurité. D'accord. Alors, vu que ce sont des patients infertiles et des patients qui auront besoin d'un traitement de procréation médicalement assistée, on sait bien dans ce groupe de patients qu'il y a un risque plus élevé d'un poids fœtal plus bas et de prématurité, tous les deux dans ce groupe de patients. Et c'est pourquoi, même avant de commencer un traitement, c'est très, très important de vérifier si on peut les amener tous les deux dans des conditions optimales pour réduire ces deux risques. D'accord. Il y a ce qu'on appelle le programming fœtal, la programmation fœtale, en liaison à la épigénétique, ça veut dire les gènes qui a l'embryon, ce sont les gènes qu'il a. Mais bien sûr, ces gènes vont s'exprimer ou se bloquer ou s'exprimer partiellement selon l'environnement. Mais ce n'est pas seulement l'environnement de l'embryon pendant la grossesse. Ce que je viens de vous expliquer, c'est l'environnement avant, même avant que cet embryon existe, qui aura un impact à futur. Et sur ces études de l'Université de Barcelone, ce qu'on a vu de l'hôpital clinique, c'est que au niveau cardiaque du corps du fœtal et du nouveau-né et au niveau du cerveau, il y a des différences sur ce groupe de nouveau-nés qui vient d'un traitement de procréation médicalement assistée en comparaison avec les enfants qui sont conçus spontanément, naturellement. Heureusement, ce sont des petites différences, mais il y a vraiment, ce sont des différences où il y a une signification statistique, mais ce sont vraiment des cerveaux et des corps qui sont différents, mais dans la normalité. Je ne veux pas vous stresser de vous dire qu'il y aura un problème cardiaque ou cérébral sur ces enfants, mais on voit déjà qu'il y a un impact non, de ces traitements et on ne sait pas encore. On sait qu'au moment de la naissance, il y a des différences au niveau des ventricules cérébrales, ventricules cardiaques, de la motilité cardiaque dedans des paramètres normaux. Ce qu'on doit encore vérifier, si ces différences vont continuer non, jusqu'à l'adulte. Non? Mais à ce moment-ci, on sait déjà que ce groupe de patientes qui auront le besoin de n'importe quelle technique de procréation médicalement assistée, il y aura des différences au niveau cardiaque et cérébral à l'enfant et on ne sait pas si plus tard comme adulte. Ça inclut, Alex, l'intégralité des techniques, c'est-à-dire on parle des inséminations, on parle de la FIV, on parle de la FIV2, on inclut l'intégralité des techniques de médecine de la procréation. C'est ça. Okay. Et on ne sait pas si c'est les techniques répétées, c'est-à-dire est-ce que c'est c'est-à-dire si on fait une fois la technique ou si on le fait plusieurs fois, on ne sait pas s'il y a une incidence pour le moment. J'imagine que les études vont continuer. Vont continuer. Okay. Et c'est très intéressant ce que tu dis, Alex, parce que ce matin même, j'étais en supervision avec un couple qui est entré dans un de nos programmes d'accompagnement et puis qui avait voilà, un parcours très compliqué en PMA, mais ils avaient commencé leur programme, ils rentrent dans l'accompagnement et en fait, le premier transfert qu'on n'imaginait pas du tout positif est positif. Et du coup, la grossesse se poursuit. Je les voyais ce matin en supervision pour justement regarder les critères d'évolution de la taille de l'embryon et ensuite leur donner les critères de base d'évolution justement de la croissance fœtale. Et tu sais, ça fait 2 ans que je prends la tête constamment à mes thérapeutes en leur disant, vous devez être précis sur l'évolution de la croissance fœtale, puisque pour moi, ce sont des facteurs qui restent modulables, dans le sens où j'ai déjà vu des tableaux avec des femmes qui avaient sur une première grossesse une restriction de croissance intra-utérine et sur une deuxième grossesse, en connaissant le risque, en fait, on prend des précautions, notamment sur le plan de la vascularisation, de l'apport en protéines, enfin de différents facteurs qui sont des facteurs, en fait, qui sont des facteurs connus, parce que par exemple, on sait qu'une carence en oméga 3 peut augmenter aussi le risque de prématurité. Donc en fait, évidemment, si on cumule une infertilité plus les traitements de PMA plus une carence en oméga 3, qui est aussi un facteur d'infertilité,
on se dit, bon, bah, OK, là, on cumule des éléments qui sont pas très, très Ou bons. l'obésité, le surpoids, bon, plusieurs L'obésité, paramètres, ouais, voilà, exactement. qu'on peut toujours moduler, SOPK, bien sûr, il y a plusieurs paramètres. C'est ça où je dis, on doit les mettre dans des conditions optimales. On Optimal, pense toujours à madame, mais on doit toujours penser à monsieur aussi. Et bien ça, sûr. c'est un autre webinaire qu'on pourrait programmer de l'impact du facteur masculin. Mais merci d'en parler, Alex, parce que en fait, je crois que c'est très intéressant de se dire que la PMA est un propulseur de la fertilité. Et merci à la médecine de la reproduction d'être là pour propulser autant de personnes dans cet objectif de devenir parents. Mais en fait, les causes de l'infertilité ont des conséquences multiples. Et elles ont des conséquences aussi pendant la grossesse que la PMA ne résout pas, parce que c'est pas le travail de la PMA d'aller résoudre en fait le fond des conséquences de la fertilité. C'est un optimisateur en quelque sorte. Bien Et du sûr. coup, c'est vrai que c'est quand même vraiment, vraiment puissant de travailler déjà sur le contexte de base, d'utiliser la médecine de la reproduction comme elle doit être utilisée, c'est-à-dire comme un accélérateur et un propulseur, en gros. Et puis, d'avoir mis en place tout le cadre pour avoir la grossesse qui se passe dans les meilleures conditions possibles. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, Alex, mais je pense que oui, on surveille vraiment les poids de naissance, en fait, des bébés fertilines. Mhm. Et actuellement, on a des poids de naissance qui sont plutôt très bons, qui sont pour la majorité au-dessus de 3,5 kg, ce qui est une vraie fierté parce que on sait que dans la PMA, on a souvent effectivement des poids de naissance qui sont plus bas et effectivement un taux de prématurité qui est plus important. Trop Et élevé, ou trop bas, ou trop élevé. Alors, on oui, risque, parfois, selon, effectivement, ça, on en discute ça, c'est justement le fond de cette thématique d'aujourd'hui, vu que chacune des techniques et chacune des options augmente certains risques, d'accord? exact. Et parfois, c'est un poids très bas, parfois, c'est ce qu'on appelle une macrosomie, c'est un poids trop élevé qui risque, bien sûr, pour le bébé et aussi augmente les risques maternels, non? Alors, ça Bien aussi, sûr. ça, c'est Voilà, en gros, Toujours l'histoire de la l'infertilité, moyenne, être voilà. dans la moyenne. Mais en gros, Dans la l'infertilité, norme. si on doit résumer, l'infertilité ou les méthodes de PMA augmentent certains risques. Mais par contre, du coup, l'idée, c'est de vraiment travailler là-dessus. Et c'est ce qu'on fait avec Fertiline et ce qu'on va faire avec toi aussi aujourd'hui. C'est vraiment se dire, ben, on sait, on connaît ces risques et comment on va faire pour diminuer ces risques parce que c'est tout à fait possible. C'est aussi le message de dire, c'est pas parce que vous faites de la PMA, parce que vous avez une infertilité que vous allez avoir un bébé en mauvaise santé, mais juste être, connaître ce risque et savoir comment travailler dessus. C'est vraiment notre but aujourd'hui. Et juste pour finir avec tout ça, je crois que pour ceux qui se demandent pourquoi on se pose autant de questions autour du poids fœtal, parce que la majorité des gens se disent, bon, ben, finalement, si j'ai un enfant qui fait 2,5 kg, tant qu'il est vivant, c'est OK. Mais en fait, le poids de naissance conditionne une grande partie des critères de santé du futur adulte, en fait, de futur. l'enfant dans sa vie entière. Tellement au niveau de risque cardiovasculaire et métabolique, ça on le sait bien. Clairement. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on se pose aussi beaucoup de questions autour du poids de naissance et qu'on veut finalement avoir des bébés qui ont un poids de naissance sain et qui conditionnent correctement leur santé future. Mhm. Ok, alors je vous propose de passer au thème d'aujourd'hui. On va passer rapidement sur partage. Oups, c'était pas la bonne page. Voilà. Du coup, on va parler aujourd'hui du transfert d'embryons frais ou congelés. Juste un petit rappel sur Fertiline, une équipe d'experts, des programmes pour optimiser tous les facteurs physiologiques de fertilité et de santé. C'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Les seuls outils capables de traiter autant de données et des solutions qui créent le plus de succès avec ou sans la PMA. Souvent, on a recours, on va dire que la majorité des personnes qui font appel à Fertiline passent aussi par la PMA. Et c'est vraiment l'addition de la PMA et de Fertiline qui crée autant de succès. Et c'est une mission Fertiline qui a été créée avec le cœur pour faire battre des cœurs. Fertine a été créé par trois personnes, donc Virginie, moi-même et le professeur Umberto Simoni, qui est un pédiatre spécialisé notamment aussi dans l'épigénétique. Donc toute la notion du programming, c'est d'ailleurs ce qui a fait qu'on a commencé à travailler avec lui dès le départ, parce que pour lui, c'est très important non seulement d'aider les personnes à avoir un bébé, mais de pouvoir en fait transmettre les meilleurs critères de santé pour le futur adulte. On a un comité d'experts dont tu fais partie, Alex, qui nous accompagne. C'est un comité qui est missionné. Vraiment, vous êtes toujours là pour répondre à nos questions, pour nous aider aussi à avancer, pour partager avec nous des études. On en partage avec vous. Enfin voilà, c'est vraiment un échange constant et c'est vraiment une grosse, grosse valeur. Euh,
Aujourd'hui, c'est un webinaire qui est important si vous êtes en traitement de FIV ou FIV d'eau, parce que on a des transferts dans ce cas-là. Si vous anticipez un transfert frais ou congelé et si vous avez subi des échecs de transfert. Qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? Alors, tu vas nous expliquer, Alex, la différence entre les transferts d'embryons frais et les transferts d'embryons congelés. Ensuite, les avantages de chaque méthode, mais également les inconvénients, parce que dans chaque méthode, il y a des avantages et des inconvénients. Et nous, de notre côté, avec Virginie, on va vous parler de comment optimiser son transfert, justement, quand il y a des inconvénients pour pouvoir pallier ces inconvénients et optimiser chaque type de transfert, parce chaque type de transfert a sa propre optimisation pour vous aider à avoir le meilleur des succès. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un transfert d'embryon frais, Alex, s'il te plaît? Oui, bien sûr, dans le groupe de transfert embryonnaire en frais, on devra toujours faire la différence entre la FIV standard ou la FIV avec les ovules des patients et le transfert d'un embryon frais qui vient d'une FIV d'eau, d'un don d'ovule, vu que bien sûr, pour la receveuse, il y a des différences, spécialement de tout ce qui s'est passé avant d'arriver au moment du transfert. Bien sûr, 2024, on peut dire que le standard, c'est le transfert d'un embryon à J5. Ça, c'est le standard. Je comprends bien qu'il y a encore des cliniques qui continuent à faire des transferts à J2, J3, mais on peut dire que globalement, le standard, c'est transférer un embryon qui est déjà au stade de blastocyste. On attend justement pendant ce développement que à peu près la moitié des embryons vont se bloquer, vont même pas arriver à ce J5. Et vraiment, ces embryons qui arrivent à J5 en bonne qualité, il y a un grading de qualité des blastocystes, ces embryons qui arrivent dans une qualité A ou B, on sait bien que pas seulement un taux d'accroche, mais un taux de naissance d'autour de 50%. Alors, vraiment, arriver à un transfert en frais avec un blastocyste de très bonne qualité, on sait d'avance que la possibilité d'accroche et même la possibilité d'une grossesse qui se développe jusqu'à la naissance est très, très élevée. Pour les patientes, bien sûr, qui ont fait un traitement en FIV et qui ont fait une stimulation ovarienne, on va enchaîner le protocole de stimulation avec la préparation de l'endomètre, même si cette préparation de l'endomètre commence déjà pendant le protocole FIV, vu que l'endomètre va épaissir au moment où le stradiol monte et les follicules se développent. Et puis, après la ponction, il y aura déjà de la progestérone naturelle qui sera produite par tous les corps lutéins de tous les follicules qu'on a pu ponctionner. Parfois, il y a aussi un petit supplément de progestérone qu'on peut donner aux patients jusqu'au test de grossesse, jusqu'à la première échographie. Mais on peut dire que la majorité des hormones, soit les estrogènes, soit la progestérone, proviennent de tous ces corps lutéins, corps jaunes, qui restent après la ponction. On verra plus tard que ça a parfois un impact positif, ça peut nous aider, mais parfois ça peut nous amener à des problèmes et parfois on doit même annuler le transfert dans certaines conditions. Vraiment, le transfert arrive normalement, je répète, 5 jours après la ponction. Et comme ça, vraiment, dans ce mois-là, dans ce protocole, on fait tous les deux. On essaye d'avoir la meilleure qualité, la maximum quantité d'ovules et un embryon de qualité top. Mais parfois, le protocole idéal pour avoir la meilleure qualité ou quantité des ovocytaires, c'est pas le meilleur protocole pour l'accroche. Alors, ça, bien sûr, c'est quelque chose de discuté entre médecins et patients, selon ce qu'on peut prévoir si on veut ou on veut pas aller directement programmer comme un transfert en frais, déjà en connaissant tous les précédents de la patiente et ce qu'on peut espérer pendant le traitement. Mais bien sûr, on gagne du temps. Non, ce mois-là, on fait la ponction, on fait le transfert, on fait le test de grossesse et si le test est positif, ben voilà, super. Sur le don d'ovule, bien sûr, pour le transfert en frais, on est obligé, et malheureusement, il n'y a pas d'autres options à synchroniser les règles de la receveuse et la donneuse. On doit déclencher les règles de toutes les deux en même temps, vu que la donneuse va commencer la stimulation ovarienne et la patiente doit commencer la préparation de l'endomètre toujours sur un cycle de substitution hormonale. Ça, c'est vraiment ce qui fait la différence au niveau du don d'ovule.
malheureusement, on ne peut pas faire un transfert d'embryon en frais sur un don d'ovule et en même temps essayer de faire un transfert sur un cycle naturel de la receveuse. Alors là, vraiment, c'est quelque chose qui est en train de changer. On peut dire que 2020, on était probablement 85 ou 80% des transferts de dons d'ovules étaient en frais et étaient en thérapie de cystocyle hormonale. Mais on verra plus tard, quand on discute sur les avantages et les inconvénients, pourquoi vraiment on est en train de changer ce standard qui a été standard pendant 20 ans, de pourquoi on est en train de réduire le transfert en frais sur le don d'ovules et on fait maintenant presque la majorité des cycles non synchronisés. Dans ce cas-ci, la patiente devra malheureusement être sous pilule pour déclencher les règles en même temps que la donneuse, devra faire un traitement de patch ou des comprimés d'œstrogène par voie orale ou vaginale et devra continuer jusqu'au moment où on arrive à la ponction de la donneuse. Là, on va lui dire aussi d'ajouter un traitement de progestérone à des doses beaucoup plus élevées, vu que dans ce cas-là, on ne va pas déclencher l'ovulation, il n'y aura pas d'ovulation, il n'y aura pas de corps jaune. Et on aura bien sûr la possibilité à J5, vu qu'à nouveau, on fait normalement la culture des embryons jusqu'à J5, de continuer d'ajouter de la progestérone à des doses assez élevées et que malheureusement, il faudra continuer ce traitement hormonal d'œstrogène et progestérone normalement jusqu'à la semaine 10 ou parfois la semaine 12 de grossesse. Alors, c'est un traitement assez prolongé pour les patientes qui font un don d'ovules, pas pour les patientes qui font un transfert en frais avec ces ovules, mais pour ces patientes sur un don d'ovules qui veulent faire un transfert en frais. On sait qu'il y aura le mois de traitement de la pilule pour synchroniser les règles, le traitement pendant la stimulation de la donneuse, et après, au moment où elles seront enceintes, 3 mois supplémentaires de traitement hormonal. Mais parfois, globalement, on peut dire que ces patientes ont fait 3, 4, 5 mois de traitement hormonal que pour arriver à la possibilité d'un embryon en frais. Mais bien sûr, ce qui a changé probablement entre frais et congelé depuis 2010, c'est la technique de congélation et vitrification des embryons. Bien sûr, à partir de 2010, on a pu faire la vitrification, la congélation ultra rapide des embryons. On sait que le taux de survie de ces embryons congelés est du 97-98%. Alors, je comprends bien parfois des patients qui ont au niveau émotionnel le besoin de se dire je veux faire un transfert en frais, mais au niveau de l'évidence, on sait bien que l'embryon frais ou l'embryon congelé, toujours si ce sont des blastocystes de bonne qualité, finalement, le taux d'accroche, le taux de naissance d'un embryon frais ou congelé est pareil, ça fait aucune différence. À différence entre 2000 ou 2010, où on n'avait que la congélation prolongée, où le taux de survie parfois était du 40%, 50%. Maintenant, au niveau de taux de survie des embryons, on peut dire que vraiment, il n'y a aucune différence. Justement, au niveau de la qualité, parce que souvent, c'est ça la question, la question. on nous demande au niveau de la qualité, est-ce qu'un embryon vitrifié a la même qualité qu'un embryon frais? Selon ce que tu dis, c'est quasiment la même, en fait. C'est ça. Toujours, on doit vérifier que cet embryon soit intact après la décongélation, que toutes les cellules soient intactes et soient vivantes, bien sûr. Mais je répète, pour des embryons congelés dans des qualités A ou B, je répète, le taux de survie est autour de 97-98%, presque, on ne peut jamais dire 100%, ça n'existe pas en médecine. Et pour les embryons décongelés après un DPI, après un diagnostic préimplantatoire, ce sont des embryons normaux, ce taux de survie est encore plus élevé. Juste peut-être aussi une différence entre la France et l'étranger. Je pense qu'il y a une différence entre la France et l'étranger, parce que le taux me semble tout de même moins bon en France. Est-ce que je me trompe? J'ai plus souvent vu des défauts de décongélation. Ouais. En France, je crois qu'on congèle des embryons qui sont pas forcément que de top qualité. Je sais que dans les cliniques en Espagne, à l'étranger, vous ne congelez uniquement que les embryons qui ont un potentiel d'être décongelés et de pouvoir donner naissance. Et c'est vrai qu'en France, on a tendance à congeler un peu tout ce qu'on peut et on voit si ça
ça peut continuer ensuite une évolution. C'est pour ça que ce taux de décongélation est moins bon en France. Parfois, ce qu'on fait en France aussi, et je répète, ça, c'est pas le standard maintenant en Europe, c'est à J3, on transfère un embryon, celui de meilleure qualité, voilà, et on laisse les autres à J5. Alors, bien sûr, on a déjà pris l'embryon, ou parfois on transfère deux embryons de très bonne qualité à J5, à J3, je veux dire. Ce sont justement ces embryons que probablement seront arrivés à J5 dans une qualité optimale et laissent en culture à J5 ou J6 bon, le reste. Alors, c'est pourquoi déjà la qualité des embryons qu'on congèle chez vous probablement est plus basse et le taux de survie, bien sûr, des embryons de qualité C est vraiment beaucoup plus basse. Mais bien sûr, si on a déjà transféré à J3 les meilleurs embryons, on n'a pas la possibilité de les congeler, de les préserver. Et nous, si on veut faire un transfert en frais, on va toujours préconiser la culture de tous les embryons jusqu'à J5. Jusqu'à J5. D'accord. Oui, de toute façon, c'est ce que vous faites en général, que ce soit frais, congelé, enfin, vous cultivez jusqu'à J5. Nous, on a abandonné le transfert à J3 en 2014, depuis 2000, il y a 10 ans déjà qu'on fait vraiment que des blastocystes. Et l'autre différence chez nous, depuis 2017, on fait le transfert de un seul embryon. Finalement, je dis toujours, c'est la qualité de l'embryon, pas la quantité qui va nous amener à la naissance. On a déjà vu, ça c'est la thématique peut-être d'un autre webinaire, mais vraiment le transfert double, on a vu que ça augmente que le taux de fausse couche. Transférer deux embryons ensemble va pas nous aider à augmenter le taux de naissance. Ça peut augmenter un peu le taux de grossesse, mais vu qu'après ça va augmenter le taux de fausse couche, ça nous aide pas du tout. Et en même temps, on augmente le risque de jumeaux. Alors chez nous, vraiment, le standard, on peut dire, c'est le transfert de un seul embryon à J5, bien sûr, un blastocyste, si possible, qualité A ou B. Et juste, Alex, par rapport à ça, par exemple, si tu es face à une situation où un couple a seulement des embryons qui arrivent jusqu'à J3 et pas plus loin, sur, par exemple, deux FIV consécutives, est-ce que c'est quand même pertinent d'essayer de transférer des J3? Pas du tout. Moi, je pense que vraiment, ces embryons qui vont se bloquer à J3, à J4, vont se bloquent Par manque de in potentiel. vitro et vont se bloquer in utérus, normalement dû pour la majorité de patients, pour un problème chromosomique dedans ces embryons. Alors vraiment, on doit trouver ou vérifier pourquoi. Vraiment, si c'est au niveau de l'âge des ovules, on ne peut pas le changer. Malheureusement, je n'ai pas appris à réduire l'âge des patients. J'aimerais bien le faire, mais je ne peux pas. Normalement, et Commencez par nous. notamment, ce qu'on peut traiter, améliorer, c'est parfois le facteur masculin. Non? Et là, vraiment, on sait bien qu'il y a des facteurs comme la fragmentation d'ADN du côté masculin ou certaines techniques de sélection de spermatozoïdes qui peuvent parfois nous aider à choisir bon, le meilleur spermatozoïde et finalement donner la possibilité à ces embryons qui se bloquaient très précocement à arriver à J5. Ou parfois, on doit changer les gamètes. Non? Et si malheureusement, ces ovules de 43 ans sont tous anormaux et nous donnent que des embryons anormaux, on peut continuer à essayer jusqu'à l'épuisement, mais normalement, on ne va pas y arriver, ou ça sera vraiment très, très difficile à y arriver. Ou on peut passer, à ce moment-là, décider si on veut passer, si on doit changer les ovules, ou ce sont les spermatozoïdes qu'on doit changer, vu que c'est ça qui nous amène à des échecs. Oh, mais malheureusement, je suis violé. C'est joli, c'est joli. Et normalement, ça arrive le 8 mars, le jour de la femme, où tout est violé. Aujourd'hui, C'est une ambiance disco. désolé. Je pense que je ne peux pas le changer. Ah. C'est pas vous, hein? Non, non, c'est toi qui es violet. D'accord. Alors, voilà. Désolé. Voilà. Et je suis perdu. Ah oui, j'étais en train de dire que s'il y a des embryons qui se bloquent à J3, à J4, à J2, ben, malheureusement, ça ne sert à rien de les transférer. Vraiment, ce qu'on doit arriver, c'est arriver à trouver le protocole idéal, le diagnostic qui nous amène à ce problème et arriver à avoir un embryon qui arrive à J5 en bonne qualité. C'est ça. Alors, au niveau du transfert justement d'embryons congelés, alors on avait fait d'ailleurs un webinaire avec toi sur les méthodes de transfert, soit avec cycle substitué, soit méthode naturelle. C'est vrai que ça permet à un embryon congelé les deux possibilités. Comme tu as dit tout à l'heure, quand c'est en frais, on est obligé d'avoir le cycle substitué quand c'est un don. Lorsque c'est une FIV, on peut le faire en frais au naturel.
Là, ben, justement, il y a ces deux possibilités. Est-ce que tu veux peut-être rapidement nous rappeler un peu les deux techniques sans s'étaler, parce qu'on avait fait un webinaire sur le sujet, Oui. puis on pourra passer au reste. Bien sûr, pour les embryons congelés, ça c'est pareil pour la FIV que pour le don, ce sont des embryons qui restent préservés. Il y a vraiment, on peut dire, deux protocoles et dans chacun des différentes options, mais on va le faire rapidement. Ce qu'on a déjà parlé du cycle substitué ou de la thérapie de substitution hormonale, c'est pareil que celui que je vous expliquais sur le transfert en frais du don d'ovule, d'accord? Il y a un traitement d'oestrogène à faire, il y a un traitement de progestérone, il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de corps lutéal, et on peut vraiment calculer les dates où on peut faire les contrôles échographiques, on peut choisir les dates où on veut faire le transfert. Pour l'équipe médicale, on peut éviter les week-ends, voilà. Mais vraiment, c'est un protocole Ça donne du confort. Pardon? Non, je dis, ça donne beaucoup de confort. Oui. Pour le patient aussi, en fait, ça donne du confort. Oui, ça donne du confort, mais bien sûr, on est en train d'ajouter des médicaments dont parfois on n'en aurait pas besoin. Alors, Oui. on est en train d'ajouter des hormones que parfois la patiente peut produire spontanément, naturellement. Et moi, j'ai pas de vagin, mais je comprends que faire un traitement vaginal 3 fois par jour pendant 4 mois, c'est pas confortable. Alors, je suis pas d'accord que ce soit un traitement confortable. C'est facile à programmer pour le médecin et pour la patiente, mais si vous me dites confort, non, il n'y a pas de confort, je pense, à faire des patchs qui vont donner parfois des irritations cutanées, non, si on les fait pendant 3 mois. Et je répète, moi, j'ai jamais fait un ovule vaginal, mais le faire toutes les 8 heures pendant 3 mois, je suis sûr, c'est pas super, c'est pas super. Je peux confirmer, c'est vraiment pas agréable. Alors oui, c'est un protocole qui est vraiment, le planning est cadré, très facile à faire. Puis on verra sur l'impact et les pros et contre ce qui se passe. Puis il y a l'option du cycle ovulé. Dans ce groupe du cycle ovulé, il y a différentes options. Là-dedans, il y a le cycle naturel pur, il y a le cycle naturel modifié et le cycle mini-stimulé. Mais ce qui fait la différence avec le cycle de substitution, c'est l'ovulation. Alors, soit parce qu'on laisse vraiment le ver produire ce beau follicule, produire des estrogènes et faire pousser aussi l'endomètre en même temps, soit parce que on donne des petites doses de stimulation pour que l'ovaire puisse vraiment produire tous ces hormones. Mais finalement, dans ce cycle-là, normalement, on va déclencher l'ovulation artificiellement à partir de J10, J12. Et après cette ovulation, l'ovaire va commencer à produire aussi naturellement de la progestérone. On ajoute parfois une petite dose de progestérone jusqu'au début de la grossesse, jusqu'à la semaine 6, non, jusqu'à la première échographie. Oui. Mais vraiment, ce corps lutéin va produire pas seulement des hormones, mais va produire bien sûr d'autres protéines et d'autres produits qui auront un impact, après on verra, sur le risque maternel et fœtal. C'est un cycle qui n'est pas, on ne peut pas le programmer 100%. Vu qu'on va laisser que les règles arrivent normalement, mais ça peut arriver un dimanche, un lundi ou le 1er de janvier. Alors, c'est un peu embêtant pour l'équipe médicale et c'est pourquoi nous, on est ouvert de lundi à dimanche. Parce que la date de chacun des contrôles, on fera un monitoring comme on fait aussi pendant la FIV, à J8, J10, J12, pour voir le développement de ce follicule. Et au moment où ce follicule soit dans des tailles idéales, on va déclencher avec normalement de l'axe CG et on va programmer le transfert juste une semaine après. Mais bien sûr, cette date, on ne peut pas la décaler. Il y aura toujours une date idéale. Alors, bien sûr, le transfert peut arriver lundi, dimanche ou le 15 août. Alors là, vraiment, c'est un peu embêtant parfois pour des équipes qui sont ouvertes de lundi à vendredi. Et bien sûr, on doit toujours le faire en sachant que l'équipe chez vous aura la possibilité de transférer dans les dates idéales pour l'accroche et la naissance. Oui, et d'ailleurs, ça, je pense que c'est un critère de choix important quand on choisit une clinique aussi, hein, la disponibilité de la clinique d'avoir en fait de choisir une clinique qui a le maximum de disponibilité. Vraiment. Tout à fait. C'est important. Ensuite, maintenant, les avantages et les inconvénients. Donc, transfert frais, on en a déjà un petit peu parlé.
parce que lors de la FIV, quels sont les inconvénients justement? Parce qu'on a l'impression que c'est que des avantages, mais on sait qu'il y a des inconvénients, il y a certains freins aussi. Certaines fois, on ne peut pas transférer en frais dans certaines situations. Et puis, les avantages et les inconvénients. Je te laisse en parler. Oui, au niveau du transfert en frais, bien sûr, l'avantage, c'est spécialement le temps, non? Vu qu'on va enchaîner, c'est sur le même cycle qu'on pourra faire vraiment le protocole de simulation si c'est une FIV et le transfert. Alors finalement, on gagne du temps. Sur le cycle de don, vraiment, aussi, on gagne du temps, sachant qu'on va profiter le cycle de la donneuse pour enchaîner et en même temps faire le transfert de cet embryon. On a déjà parlé sur le taux de survie. Là, on peut dire que vraiment aucune différence. Il y a 20 ans, c'était un avantage. La congélation était très compliquée. 2024, pas du tout. Puis, bien sûr, l'avantage, et ça, je pense que moi, j'y fais toujours attention. Je fais attention à la partie médicale, à la partie émotionnelle et à la partie financière. Alors, bien sûr, congeler et décongeler des embryons, spécialement dans des centres privés, mais c'est finalement des frais supplémentaires. C'est différent de chaque pays, c'est différent si c'est la santé publique ou privée. Mais bon, grosso modo, on peut dire que congélation, décongélation d'un embryon, mais ça peut parfois ajouter 1500, 2000 euros au devis global d'une patiente. Alors, c'est vrai qu'il y a des patients qui disent au niveau financier, si ça ne va pas réduire mon taux de réussite et ça ne va pas augmenter les risques, est-ce qu'on peut faire un transfert en frais, soit FIV ou don, vu qu'il y a l'inconvénient ces frais supplémentaires, ce n'est pas 5 euros, non, c'est de l'argent finalement. Et c'est parce que vraiment la technique de congélation et décongélation et les moyens de culture de congélation et décongélation sont très chers. D'accord? C'est pas seulement le business des cliniques de procréation médicalement, et ça, je suis honnête et clair. Vraiment, ce processus et ces moyens de congélation et décongélation sont très chers. C'est pourquoi la congélation et la décongélation, c'est pas tant le temps du biologiste, il y a du temps du médecin biologiste pour congeler, décongeler, mais vraiment ce qui fait très très cher la congélation et la congélation, ce sont les outils et les moyens qu'on a utilisés pendant ce processus-là. Le savoir-faire, vous devez aussi avoir des personnes qui Mais sont... oui, ça bien sûr, mais bon, l'excellence dans le lab, c'est dans toutes les étapes du traitement, pas seulement à la congélation et la décongélation. Et deuxième idée, c'est les déplacements. Non, spécialement pour des patients. Moi, je vois des patients francophones en Europe, non, France, Belgique, la Suisse, bien sûr. Mais je vois des patientes aussi de Nouvelle-Calédonie qui doivent faire 16 000 kilomètres, non, d'aller et 16 000 de retour. Alors, je comprends bien que cette patiente qui va faire le traitement FIV me dit, si je peux éviter de congeler des embryons et revenir le mois d'après, ça va réduire 30 000 kilomètres de déplacement. Est-ce que je peux le faire? Bien sûr, aussi cette idée de déplacement, c'est très, très important, spécialement dans la FIV. Sur le don aussi, vu que si c'est le sperme d'un partenaire masculin, normalement, monsieur va pas se déplacer en avance et puis madame le mois d'après. Alors, bien sûr, pour des patientes qui sont sur un don d'ovule et qui doivent faire 5 000, 10 000, 15 000 kilomètres de déplacement, je comprends aussi que le transfert en frais nous donne des avantages et voilà, des déplacements nécessaires ou compliqués. Mais du point de vue des risques et du point de vue médical, malheureusement, aujourd'hui, 2024, je pense que je vois aucun avantage au transfert en frais, ni dans la FIV, ni dans le don. Je suis assez pro les modèles de Freezol, de congeler tous les embryons, que pour certaines patientes, et puis on va faire le point, le détail, mais on sait bien que le transfert en frais va augmenter le risque de ce qu'on disait d'un retard de croissance fétale à un poids néonatal plus bas ou très bas. On sait bien que le transfert en frais augmente les risques en liaison du placenta, pas seulement de la maturation précoce du placenta et du retard de croissance fétale, mais aussi d'autres problèmes de la position du placenta, de ce qu'on appelle l'accrétisme placentaire et des problèmes placentaires que augmentent spécialement dans les transferts en frais.
en plus d'augmenter énormément aussi le risque de prématurité et prématurité extrême. D'accord? Ça aussi, normalement, en liaison à ce retard de croissance fœtale qui va nous amener à un accouchement programmé très, très précocement, dû qu'à bon, le bébé ne gagne pas des poids pendant des semaines et on doit bien sûr faire soit l'accouchement par voie basse ou césarienne, non, avant que ça soit un problème vraiment un risque trop élevé pour le fœtus. Quels sont, Oui, quelles sont les pardon, raisons? quels sont les critères du Ouais. TEF en fait qui péjorent? Est-ce qu'on les connaît? C'est Pardon, les critères des… Ok. Pourquoi, en fait, le fait de transférer direct, alors seulement en FIV, puisque là, on parle plutôt de la FIV, augmente ces risques-là, en fait? Mais vraiment, c'est spécialement dans la FIV, et pas, je parle de la FIV avec les ovules des patients. On parlera plus tard du cycle ovulé et du cycle non ovulé, mais normalement, ce qui nous amène à ce problème, c'est le cycle multi-ovulé. Ovulé. Alors, c'est bon d'avoir un cours jaune, mais c'est pas si bon d'en avoir 15. Alors, ça, bien sûr, un taux d'œstrogène à partir de 3000 nanogrammes, un taux d'œstrogène élevé, un taux d'œstrogène très élevé, et cette multi-ovulation, on pense que c'est justement ça qui peut nous amener à une placentation anormale. Le problème principal, c'est justement l'accroche et cette nidation ou placentation qu'on voit déjà à la semaine 10 ou 12 qui est anormale. Et on peut déjà prévoir à la semaine 12 que probablement il y aura, et en plus tard à la semaine 20, où on fait les échographies de la semaine 12 et 20, parfois on peut voir déjà sur les artères utérines qu'il y a des anormalités qui vont nous amener à un retard de croissance fœtale. Et c'est pourquoi cette multi-ovulation, tous ces cours jaunes, probablement sont le problème le plus important du transfert en frais. Du transfert en frais. C'est autant qu'il y a des patientes où on va annuler le transfert aussi parce que si ça augmente le risque de hyperstimulation ovarienne où il y a déjà une progestérone élevée pendant le cycle, on sait bien que ça va réduire le taux d'accroche et ça va augmenter le risque maternel. Non? Alors, il y a des patientes où on va déjà annuler, et même si c'était prévu de faire un transfert en frais, parfois des patientes SOPK où ce risque de… Pardon, je suis online encore parce que… Oui, t'es là. D'accord. Non, malheureusement, j'ai touché mon écran. Je disais, dans ce groupe de patients, on prévoit déjà qu'il y aura un stradiol très, très élevé où on risque de récupérer 30-40 ovules. On ne va jamais programmer un transfert en frais. On va toujours annuler. Et bien sûr, si cette progestérone est supérieure à 1,5, ben on annule. Non, on ne transfère pas. On va réduire le taux d'accroche et on augmente les risques maternels et fœtales. Et dans des situations, par exemple, d'insuffisance ovarienne, est-ce que là, on peut au contraire favoriser un transfert frais puisqu'on aura un taux d'œstrogène qui sera bien meilleur post-STIM ou là aussi, tu préfères faire un frisol même s'il y a peu Je pense que c'est justement le seul groupe des patientes, et chez nous, bien sûr, pas chez vous, pas en France, mais en Espagne, malheureusement, la majorité de patientes FIV sont à partir de 38 ans. À partir de 38 ans, vous savez bien qu'on va toujours favoriser le DPI, le diagnostic préimplantatoire. Alors, entre 38 et 43 ans, presque tous nos patients doivent congeler, pas du point de vue maternel, du point de vue de l'embryon. On doit tester l'embryon, faire la biopsie à J5. Alors, pour tout ce groupe de patientes, à partir de 38 ans, on propose le DPI. Ça n'a bon, c'est pas en liaison de ce que je viens de vous expliquer des risques maternels ou fœtals, c'est simplement parce qu'on doit avoir le résultat du transfert. Alors, vraiment, à partir de 38 ans, je n'ai pas de transfert en frais. Et entre 30 et 38 ans, je suis complètement d'accord pour ces patientes qui ont déjà une réserve ovarienne très faible, une insuffisance ovarienne précoce. Je pense que c'est probablement le groupe, soit des patientes qui me disent, même si je fais la stimulation, même si je ne la fais pas avec des médicaments, maximum, je vais avoir un follicule ou deux. Soit on leur propose de faire une FIV sur cycle spontané, sur cycle naturel et transfert en frais. Soit si on stimule, il y a 2, 3, 4 follicules, je suis complètement d'accord, probablement c'est le groupe de patients où tous ces risques, vu qu'il n'y aura qu'un corps jaune ou 2 ou 3, probablement tous ces risques sur la placentation vont disparaître ou seront minimum. Clairement.
Et aussi, eh bien, en France, on ne peut pas faire le DPI, aussi des patientes à partir de 40 ans qui vont avoir qu'un follicule ou deux follicules. Pourquoi doit-on congeler, décongeler? Malheureusement, on sait que probablement ce seront des embryons anormaux. Ça, malheureusement, en France, on ne peut pas le tester légalement. Mais bien sûr, pour ces patientes, ça sera quoi congeler, décongeler? Il n'y aura qu'un corps jaune ou deux ou trois. Je pense que ce groupe de patientes, vraiment, on doit continuer à leur proposer un transfert en frais. Les transferts frais. Donc, c'est vraiment, pour résumer, le transfert frais, on le conseille vraiment dans des situations très, très spécifiques. Ça représente un très faible pourcentage des transferts, concrètement. Chez nous, complètement. Et je répète, moi, je parle de la partie médicale, mais je vous écoute, non? Et finalement, quand il y a des patients, j'ai des patientes et je ne sais pas pourquoi, je commence à avoir plein de patients de Nouvelle-Calédonie et vraiment, à côté, il y a Melbourne, il y a Singapour, il y a plein de cliniques, mais continuez à venir en Espagne. Bien sûr, je comprends déjà pour les déplacements, le ticket d'avion, voilà, c'est déjà cher. En plus, si elle doit faire aller-retour plusieurs fois, impossible. Et en plus, si on doit ajouter des frais de congélation et décongélation, et Oui. parfois, même si au niveau médical, je pense que on pourrait essayer d'améliorer, réduire les risques, j'accepte bien aussi de faire un transfert en frais, soit pour des raisons financières, soit pour des raisons de planning, organisation familiale, laborale ou déplacement. D'accord. Maintenant, parlons du transfert congelé. Alors, du coup, on connaît un peu ses avantages aussi. Quels sont ses inconvénients? Est-ce qu'il y en a? Vraiment, je répète, chez nous, probablement le transfert congelé est en train de devenir le standard. Pour le don d'ovules, vraiment, je pense que le transfert en frais, on pourrait le proposer pour des patientes en ménopause, ou quand même, on va toujours faire une thérapie de substitution hormonale, non? Mm. Parce qu'il y a pas la possibilité de donner une ovulation. Mais pour toutes ces patientes qui ne sont pas en ménopause, on va toujours favoriser un transfert d'un embryon congelé. Alors, de ne pas faire un cycle synchrone, c'est vrai, on doit attendre qu'on finisse tout le protocole sur la donneuse, qu'on congèle tous les embryons. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra proposer le protocole idéal ou optimal. Ça sera toujours sur un cycle naturel ou un cycle naturel modifié. Et bien sûr, les avantages, c'est vraiment éviter tous les risques non, qu'on a déjà expliqués du cycle en frais, du transfert en frais ou de la thérapie de substitution hormonale, qu'on sait bien que bon, dans le protocole d'embryon congelé en thérapie de substitution hormonale, on sait bien qu'on est en train d'augmenter d'autres risques, comme le risque de hypertension, le risque de prééclampsie et aussi de prématurité. Mm. C'est pourquoi même dans le transfert d'embryon congelé, si on va vers un modèle de substitution hormonale, on ne va pas avoir les risques de la FIV en frais, mais on va avoir d'autres risques aussi qui vont nous amener à une prématurité, un risque maternel et fœtal élevé. C'est vrai que comme inconvénient principal du transfert congelé sur cycle naturel, c'est le planning, spécialement de l'équipe médicale. Et on sait aussi que bon, le cryotransfert, le transfert d'un embryon congelé augmente le risque de macrosomie. Ça, on le sait bien, que le transfert d'un embryon congelé augmente. On n'a pas le risque d'un bébé d'un retard de croissance, c'est juste à l'inverse. On augmente le risque d'un bébé trop grand. Mm. Ça peut parfois augmenter le taux de césarienne, ça peut augmenter le risque de saignement en transfusion après l'accouchement au niveau maternel. Mais pour l'instant, on n'a pas d'évidence de si ces risques de macrosomie, des embryons congelés, et aussi en liaison au cycle hormoné. Alors, probablement, il faudra des études supplémentaires pour vérifier si ce risque standard de transfert congelé d'avoir un bébé grand est dû à la congélation et la décongélation ou est dû à que ce moment-ci, 90% de ces transferts
malheureusement, continuent à se faire en thérapie de substitution hormonale. Oui, comme tu dis, malheureusement, enfin, Mm. moi, j'entends et je valide tellement ton discours de oui, on devrait transférer évidemment sur des cycles naturels, mais c'est pas du tout la norme. La majorité, effectivement, des centres et des cliniques transfèrent encore massivement sur des cycles substitués. Voilà, en ayant effectivement la connaissance que ça peut tout de même altérer certains critères. Et après, c'est toute une mécanique de prévention aussi hein, derrière qu'il faut mettre en place. Voilà, c'est ça. Mais oui, c'est pas la norme. Tu as tout à fait Voilà, raison. tu nous as donné un tableau de risque et je pense que ce qui est important, c'est ce qu'on nous on va ajouter là-dessus, c'est que quand on connaît le tableau de risque, quels sont les risques associés à chaque type de transfert ou chaque type de transfert d'embryon, c'est-à-dire c'est congelé, non congelé, etc. Ben, on peut prévenir et puis avoir des attitudes de mode de vie, de complémentation pour diminuer ces risques. Donc c'est ça qui est important, c'est pour ça qu'on aime beaucoup collaborer ensemble, c'est à minimiser en fait tous les risques que maintenant on connaît désormais. Il y a quand même aussi, maintenant que depuis 2018-2020, on a commencé à faire toutes les études sur vérifier le taux de progestérone non, au moment du transfert. Et ça, bien sûr, il y a plein d'études sur cycle hormoné, sur cycle naturel, et ça donne pour faire un webinaire au complet aussi à part. Mais vous dire, maintenant qu'on parle des cycles en frais, cycles congelés, mais on sait bien que sur thérapie de substitution hormonale, probablement autour du 30% des patientes auront un taux de progestérone bas, même si sur cycle de substitution hormonale, on est en train de faire des doses très élevées. Non, on fait des doses de 600 par jour, 800 par jour par voie vaginale. Et on sait bien que même avec ces doses élevées, il y a parfois un 30% de malabsorption de cette progestérone par voie vaginale. Et il y aura ce 30% de patientes qui ont besoin d'encore augmenter, d'ajouter la progestérone injectable. Si on parle de la partie financière, très cher. Vraiment, chez vous, le progiron, Ouais, très cher, si c'est on vrai. doit le faire 10 jours, OK, mais si on doit le prolonger jusqu'à la semaine 12 et Oui. faire du progiron jusqu'à la semaine 12, mais vraiment, ça, c'est vraiment très, très cher. Et je pense qu'en France, c'est pas remboursé. C'est pas Non, remboursable. non, ça l'est pas. Ni en Effectivement, Suisse, ni en ça, France. ça l'est pas. C'est un énorme budget et parfois même avec les ovules et le progiron, Yeah. on a du mal à stabiliser la progestérone. Alors c'est vrai que quand on voit ça, nous, on essaye aussi de travailler sur tout l'aspect élimination parce qu'on sait qu'on a des femmes qui métabolisent les hormones extrêmement vite, qui éliminent les hormones très très vite et notamment les hormones qui sont pas leurs hormones. Et donc, du coup, bah, il faut ralentir les fonctions d'élimination. Donc, on met plein de choses en place et on voit qu'on arrive à mieux tenir les taux de progestérone. Mais parfois, on arrive à des doses qui sont dingues pour maintenir un tout petit taux interne. En fait, c'est assez incroyable, c'est vrai. La différence du cycle hormoné, il y a maintenant des études très très récentes. Bon, c'est vraiment Dr Elena Labarta qui est, je pense, la gourou de ces études, même si c'est la concurrence, mais on doit être honnête et clair. Et vraiment, c'est elle qui a mis en place toute cette idée du taux de progestérone. Il y a des études très très récentes qui montrent maintenant que sur cycle naturel modifié, on n'arrive même pas à 1% des patientes qui auront besoin ou qui auront un taux de progestérone trop bas le jour du transfert. Alors, il y aura normalement que 1% des patients qui auront besoin de supplémenter avec le progiron et auquel on va refaire le taux de progestérone le jour du test de grossesse. Ça, vraiment, ça a été très intéressant parce que on comparait toujours le cycle naturel et le cycle hormoné. Bien sûr. Mais il a fait aussi la différence entre le cycle naturel modifié et le cycle naturel pur. Ah, Le chouette. cycle Donc, tu naturel as expliqué cette différence entre Bon, modifié. c'est si on déclenche ou pas avec l'Ovitrel, justement pour calculer exactement l'heure de l'ovulation. Et à nouveau, sur cycle naturel pur, on dirait c'est pur, il n'y a aucun médicament et même pas supplémenter la progestérone par voie vaginale, même pas d'Ovitrel. Là, à nouveau, le besoin de progiron était autour du 30%. Soit parce que vraiment cette ovulation n'était pas complète ou n'était pas vraiment idéale, soit parce qu'il n'y avait pas de supplément de progestérone, mais à nouveau sur le cycle naturel pur, il y aura le besoin, il y aura 30% de patientes qui auront besoin, qui auront un taux de progestérone trop bas le jour du transfert.
à différence du cycle naturel modifié où j'ai déjà dit il y aura que 1%. 1%. Alors vraiment, c'est pourquoi on est pour. Et en plus, le cycle naturel pur est très stressant pour le patient, est très stressant pour l'équipe médicale, vu qu'au moment où on s'approche de l'ovulation, on doit faire des tests de lâche en urine toutes les 8 heures. Alors, c'est un peu Il y a stressant. beaucoup d'incertitudes et beaucoup de précisions à avoir sur… oui. Mais vraiment, je pense que de plus en plus, quand on parle du cycle naturel, on parle du cycle naturel modifié. Et maintenant, d'après de cette étude de Elena Lavarta de 2023 au 24, encore plus, vu qu'on voit que vraiment on arrive à un taux idéal de progestérone si on déclenche à l'ovitrel et qui est supérieur à la thérapie de substitution hormonale et qui est supérieur aussi au cycle naturel pur. C'est fabuleux. Ouais, génial. Bon, donc du coup, on sait quoi faire, hein, je crois, Alex. Je pense que je vous laisse la partie la plus intéressante. Mais justement, alors la chose est, c'est si on n'a pas le choix. Alors admettons, on a compris que le transfert d'embryon frais, c'était pas l'idéal, mais parfois, on est obligé de le faire pour un problème de temps, de timing, de coût. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour aider notre corps à faire au mieux? Alors, enfin, le TEF, c'est pas l'idéal, comme on dit dans peut-être la majorité des profils. Dans certains profils, ça reste tout à fait OK. Quand on a, par exemple, une insuffisance ovarienne, relativement peu d'embryons, très peu de réponse à la stime, un taux d'œstradiol qui monte pas trop, finalement, au moment de l'ovulation, et puis, finalement, une progestérone qui commence à bien monter derrière, ça peut être intéressant. Mais c'est très intéressant, en fait, ce que tu disais aussi par rapport au corps jaune, parce que finalement, c'est comme dans tout, il faut être dans la norme. Trop de corps jaune, c'est pas bien, et pas assez de corps jaune, c'est pas bien non plus. Dans les deux zones, en fait, extrêmes, on a des risques. Et donc, dans cette zone de TEF donc qui fait suite à une stimulation qui a donné un taux d'œstradiol important et une quantité de follicules important, la sagesse, ce serait de dire, OK, on décale le transfert parce que finalement, on va avoir cet excès de corps jaune qui va complètement déséquilibrer les hormones. Maintenant, si on doit faire un transfert dans ce contexte, et qu'on n'a pas le choix, parce que parfois on n'a pas le choix en fait, on a juste, c'est pas nous qui gérons les protocoles, donc on doit aussi accompagner les patients là où la clinique les emmène en diminuant au maximum les risques. Et là, ça veut dire qu'effectivement, l'objectif, ça va être de mettre en place la meilleure prévention possible, donc la meilleure prévention, notamment au niveau de la future qualité du placenta. Alors moi, j'ai toujours en tête que ce futur placenta est un tissu qui est extrêmement sensible à l'oxydation et qui est particulièrement protégé de cette oxydation, notamment par le corps jaune. Et qu'un corps jaune insuffisant, un corps jaune trop important, probablement va moduler en fait cette oxydation. Donc déjà, d'avoir une approche avec beaucoup d'antioxydants. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand on a des zones de risque, quand on a des transferts, notamment sur des cycles substitués. La première chose qu'on fait, c'est évidemment surveiller le statut en antioxydants, parfois même le doser, et mettre en place une stratégie antioxydante et sur le plan alimentaire et souvent dans le cadre de la complémentation. Alors, attention, parce que tous les compléments ne sont pas bons à prendre en grossesse. Là aussi, il y a beaucoup de restrictions. Il faut faire très attention à ce qu'on utilise. Mais en tout cas, de protéger le placenta, ça va être quand même la priorité. Et si on n'a pas le choix de faire un TEF avec un taux aussi d'œstradiol qui est extrêmement élevé, ce qu'on peut envisager et ce que nous, on est amené à faire parfois, c'est mettre en place un drainage sur quelques jours, en fait, entre la ponction et le moment du transfert. Et ce drainage aura pour but, en fait, de diminuer un petit peu la quantité d'œstradiol si l'œstradiol est beaucoup trop élevé, et aussi de limiter tout de même les risques d'hyperstimulation. Parce que parfois, même avec un taux d'œstradiol effectivement qui dépasse les 3000, on voit des transferts se réaliser, on voit des transferts frais se réaliser. Et je sais que ça te fait hurler ça, Alex, mais ça existe. Je vois ce pinceau de ses lèvres. Il n'ose pas hurler. mais donc, ça existe. Et donc là, encore une fois, sur un transfert d'embryon frais, l'objectif, c'est la prévention. C'est-à-dire que si on est, pour moi, face à une femme qui a un taux d'hormones relativement bas, malgré la stimulation et sur laquelle on n'a peut-être qu'un embryon et qu'on le transfère frais, l'objectif, ça va être aussi de faire en sorte que le corps jaune soit peut-être le plus productif possible, de la mettre dans le meilleur équilibre hormonal, de faire en sorte qu'il y ait moins de stress, parce que le stress est une pompe à hormones, tout de même. Et ça, je pense qu'il ne faut pas oublier de le dire. Quand on a déjà des difficultés à avoir un taux d'hormones suffisant, en fait, le fait de stresser, ça va nous priver quand même d'hormones. Faut pas oublier que les précurseurs des hormones de stress sont les mêmes que les précurseurs des hormones sexuelles, en fait. Donc, ça aussi, la notion de stress, elle est quand même très importante. Et je pense que là, effectivement, sur le TEF, la priorité, c'est clairement d'établir une prévention efficace, notamment quand les taux d'hormones sont trop élevés.
Et puis sur les transferts d'embryons congelés, là, comme toi, moi, je différencie vraiment les transferts sur cycle substitué et les transferts sur cycle naturel, quelle que soit la forme de cycle naturel. Cycle naturel, moi, je n'en vois quasiment jamais. Cycle naturel modifié, c'est ce qu'on voit le plus couramment, ou mini-stimulé, en sachant que mini-stimulé, l'objectif, c'est d'avoir un beau corps jaune, éventuellement deux, peut-être, mais on reste vraiment dans la norme dont on parlait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une ovulation avec un nombre de corps jaunes qui reste cohérent, on limite quand même les risques. Donc là, l'idée, pour moi, c'est effectivement d'avoir le meilleur climat hormonal possible et de mettre en place dans le mode de vie les basiques qui vont permettre de maintenir ce bon climat hormonal, notamment au niveau des taux de progestérone. Et si on a un cycle substitué, là, effectivement, très souvent, on a quand même des problématiques de quantité de progestérone au moment du transfert. Et nous, on ne va pas modifier le traitement, c'est le médecin qui va le faire. Mais par contre, le travail qu'on peut faire, nous, c'est ralentir l'élimination, en fait. Ralentir au maximum les voies d'élimination de la progestérone et avoir un petit effet de saturation du corps pour éviter que cette progestérone soit sur-éliminée en quelque sorte. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Et aussi, de travailler en fait sur tout le contexte de risque, c'est-à-dire encore une fois d'avoir une alimentation qui soit très riche en antioxydants, qui permette d'avoir le meilleur contexte possible de protection du futur placenta qui, on le sait, est beaucoup plus fragilisé si on a un transfert sur cycle substitué. Donc, ça va être principalement ça, en fait, la zone d'action, vraiment la zone de gestion des risques. Et je crois que le mode de transfert, de toute façon, nous, on n'a pas vraiment d'impact dessus. Mais encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'objectif, c'est de comprendre quel mode de transfert va être réalisé et quel est le profil de la personne qu'on a en face de nous. Et avec ces deux informations, de se dire, OK, notre tableau de risque, il est là, 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 là. Et notre tableau de bénéfice, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, comment on fait pour effacer ces risques, en fait, ou les diminuer au maximum? Et c'est vraiment ça, ce qu'on va faire vraiment sur le plan du mode de vie. Et encore une fois, j'insiste encore aussi sur l'impact du stress et des phénomènes en fait d'épuisement aussi hormonaux qui sont liés à des états de stress chronique. Et l'objectif, quand on fait un transfert, quel que soit le mode de transfert, c'est d'arriver à ce transfert avec un état le plus calme possible. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, de savoir gérer les effets du stress. De nouveau, parce que ne pas stresser, c'est toujours ça. Essayer de ne pas stresser, on stresse encore plus. Mais en tout cas, savoir comment gérer ses effets et diminuer ses effets. Clairement. Clairement. Alors, on passe juste un petit peu là. Donc, si jamais vous êtes intéressé à contacter l'Institut Marquès et surtout le docteur Garcia Faura, qui est notre contact vraiment. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez aller dans la clinique et faire un traitement, vous serez directement envoyé chez Alex. Vous pouvez contacter Art Fertilité pour avoir un appel d'orientation et bénéficier des réductions et puis de ce lien privilégié qu'on a. Et vous voyez, vous serez vraiment pris en charge par quelqu'un qui voit la prise en charge à 360, clairement. Et puis, au niveau de Fertiline, qu'est-ce qui vous reste à faire? Alors, nous, on propose des bilans de situation pour que vous puissiez faire un état des lieux avec une de nos ambassadrices. Ce sont des bilans de situation qui sont complètement gratuits. Donc, n'hésitez pas à en réserver un pour déjà prendre état de votre situation, faire un bilan avec une de nos collègues et voir comment on peut vous aider à appréhender votre traitement ou votre futur TEF ou TEC et comment on travaille avec les programmes qui sont totalement complémentaires à la PMA. Et je vous propose désormais de passer au moment des questions et des réponses parce qu'on a pas mal de questions, mais on a aussi des commentaires. Alors, il y a pas mal de questions qui te concernent, Alex, et du coup, on peut poser directement. La première question, alors il y a peut-être un souci de formulation sur cette question, mais est-ce que le transfert d'embryons avec des règles artificielles, parce qu'il n'y a plus de règles suite à un lourd traitement pour un cancer il y a plus de 15 ans, donc les règles sont artificielles, en fait, a priori conditionnées par la prise d'une pilule. Est-ce qu'on peut envisager un transfert en fait avec des règles artificielles et est-ce qu'on peut le faire avec des produits naturels et non toxiques? Vraiment, pour des patients, en plus,
heureux d'avoir cette question, vu que j'ai travaillé en oncofertilité. Ouais, j'ai fondé plusieurs centres multidisciplinaires d'oncofertilité. Alors, c'est vraiment mathématique, la oncofertilité. Mais malheureusement, soit parce que le traitement de chimiothérapie, soit parce que le traitement chirurgical ou parce que le cancer était déjà au niveau des ovaires, mais malheureusement, il y a des patients qui seront en ménopause, non? Et c'est parfois une ménopause précoce ou très précoce, ou bien sûr, il faudra un traitement de cystocyon hormonale futur permanent. Oui. Bien sûr, ces patientes soit seront en thérapie de cystocyon et seront réglées artificiellement ou pas. Bien sûr, là-dedans, c'est ce que probablement l'équipe traitant, le gynéco, l'équipe d'oncologie traitant décide. Si cette patiente peut ou pas faire une thérapie hormonale ou pas selon le cancer qu'elle a passé. Et bien sûr, si ces patientes prennent la pilule standard simplement pour régler régulièrement, mais pour commencer le traitement, mais on doit attendre ce début de règles artificiellement, non? Vu que malheureusement au niveau d'autres suppléments naturels, c'est difficile, non, de déclencher des règles ou presque impossible. On peut l'accompagner, mais pas seulement avec des suppléments. Alors malheureusement, là, on est obligé à donner des hormones ou parfois pour des patientes où sont même pas sous traitement de cystocyon et sont en ménopause. On fait parfois ce qu'on appelle des cycles de dummy cycle, non? Des cycles complètement inutiles, simplement pour vérifier le dosage, le traitement idéal qu'on devrait proposer le mois où on décide de faire le transfert. Des cycles de test, en fait, si on veut bien. Oui, c'est ça. Alors vraiment, parfois c'est important dans ce groupe de patients où on veut pas toujours, où on peut pas toujours donner des hormones à des doses élevées ou prolongées parce qu'il y avait un risque précédent dans ces hormones, de parfois faire un cycle et trouver le cycle idéal avant de faire le cycle du transfert. Non, ça, je pense, c'est la première idée. Trouver le traitement idéal dans cette patiente et faire comme si vraiment on allait faire le transfert, mais simplement avoir la mesure de l'endomètre, la qualité de l'endomètre, le taux d'ostradiol, le taux de progestérone, qui sera artificiel, bien sûr, mais bien programmé justement pour éviter des annulations dans des tentatives réelles. Oui. Et oui, je pense que malheureusement, il n'y a pas l'option de faire que des suppléments. Là, malheureusement, on est obligé à faire des hormones et les accompagner, parfois des conseils du point de vue de nutrition et mode de vie. Et en fait, voilà, de mettre les hormones aussi me semble de toute façon inévitable sur un transfert, sur un cycle artificiel. Mais par contre, il y a toute une stratégie aussi à mettre en place sur le plan de la prévention pour exactement ce qu'on discutait hein, sur les cycles hormonaux avec les hormones substituées. Et donc là, on peut mettre en place une prévention justement pour prévenir les effets secondaires de ces traitements. Et c'est des traitements qui, à l'échelle d'une vie, restent quand même relativement courts, parce qu'en général, ils vont être là pendant les 3 premiers mois de grossesse, en fait, hein, en préparation du transfert et pendant les 3 premiers mois de grossesse. Alors après, s'ils sont répétés, c'est un autre problème, d'où l'objectif de préparer au mieux le contexte de transfert pour qu'une grossesse survienne le plus rapidement. 50% de ces patients ont eu un cancer de sein. Ça, c'est comme ça. La moitié de ces patients de niveau d'oncofertilité, la moitié ont eu un cancer de sein. Justement, la majorité de ces cancers sont des cancers hormonosensibles, où on dirait que les estrogènes et la progestérone sont interdits, mais pas du tout. Justement, l'année dernière, en mars 2024, et c'est l'étude qui a commencé l'année 2000, et finalement, on a eu les résultats maintenant. Mais on sait bien que dans ce groupe de patients qui ont eu un cancer de sein hormonosensible et où les estrogènes ou la progestérone devraient être interdits, après un an et demi de traitement anti-estrogène, normalement le tamoxifène, on sait bien qu'elles ne sont pas obligées à faire 5 ans ou 10 ans de anti-estrogène. Elles peuvent faire une pause de 2 ans. Elles peuvent arrêter le traitement anti-hormonal et on peut leur donner des estrogènes jusqu'au moment où on arrive à avoir un test positif et on leur donne la possibilité dans ces 2 ans maximum 2 ans de pause, de leur donner des estrogènes. Alors, dans ce groupe de patients, on dirait que les estrogènes ont été interdits à toujours, non, historiquement. Maintenant, on sait qu'on peut leur donner.
mais bien sûr, à des doses minimum efficaces. Non? Alors, Ouais. c'est pas pareil cette patiente oncologique où on va essayer de donner la dose minimum et parfois essayer de booster l'effet de ces estrogènes avec non, d'autres options non médicales, justement, je pense que c'est idéal, non, dans ce groupe de patients, de donner le minimum au niveau des hormones et le maximum au niveau de optimiser les conditions de chacune des patientes. Tout à fait, clairement. On va répondre vraiment aux questions qui sont relatives à ce webinaire, parce que Cette je vois thématique, oui. cette thématique. Parce que sinon, je ne sais pas si tu veux répondre à la question quels sont les avantages et inconvénients des transferts à J2, J3, J5 ou plus? Parce que ça, c'est une thématique qui est quand même longue, mais ça va aussi dans la Mais thématique. rapidement, on peut l'expliquer. Je répète, maintenant, c'est bien, et il y a 20 ans, on pensait que le meilleur incubateur qu'on pouvait trouver, c'était l'utérus. Et ça a est resté comme standard, non, pendant plusieurs années. Maintenant, on sait que finalement, c'est l'embryon, la qualité de l'embryon qui va donner l'accroche et la naissance, et que la culture de l'embryon in vivo dedans l'utérus ou in vitro, vraiment, va nous amener, si c'est un embryon qui peut arriver à blastocyste, va arriver à blastocyste in vivo et in vitro. Mais bien sûr, si on fait que des transferts à J2, J3, on ne sait jamais si ces embryons avaient la possibilité d'arriver à J5. On pense que probablement étaient des transferts idéaux. Et s'il y a des échecs à répétition, on va commencer à faire des études parfois invasives, parfois douloureuses, du côté maternel. Et vraiment, ce qui nous aide, la culture à J5, c'est justement d'éviter tous ces échecs qui étaient évitables et d'éviter de mettre cette patiente dans le groupe de échecs à répétition, qu'on ne sait pas la patiente qui a un problème. C'est un problème embryonnaire, ce n'est pas un problème maternel. Et justement, la culture à J5 nous a vraiment aidé justement à trouver ce groupe de patientes où il n'y aura jamais des blastocystes, ni in vitro, ni in vivo, et on ne doit pas continuer à transférer ces embryons, ou on ne doit pas continuer à faire des tortures nécessaires sur les patientes qui n'ont aucun problème de réceptivité, n'ont aucun problème d'accroche, où vraiment le problème est sur l'embryon. C'est l'embryon. Alors, le transfert à J2, J3 nous cache des informations précieuses sur pourquoi le test a été négatif, spécialement si l'origine est embryonnaire. Et c'est pourquoi 2024, le standard, c'est le transfert d'un embryon à J5. En fait, l'objectif, c'est toujours d'obtenir une grossesse dans les meilleurs délais et en laissant la patiente dans les meilleures conditions aussi, en ne se perdant pas dans des tests qui n'ont aucun sens si effectivement c'est l'embryon qui pose problème, quoi. Là, on a deux questions par rapport à l'endomètre. Alors, c'est aussi dans le transfert des personnes qui ont du mal avec la pousse de l'endomètre, malgré l'une injection de PRP, l'autre et fort traitement, l'autre qui envisage un transfert avec PRP. Vous faites du PRP endométrial à la clinique À ce et moment-ci, que dans des modèles de recherche. Et je pense qu'on doit aussi, moi j'essaie toujours d'être clair et honnête de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas. Le PRP, je pense, qui est arrivé, qui va continuer vraiment, ça, je pense que c'est quelque chose qui est très, très intéressant au niveau de recherche, mais on ne peut pas dire aux patients que c'est le standard. Vraiment, le PRP, je sais bien qu'il y a des centres qui continuent à le faire dans des modèles de recherche validés par des comités de bioéthique et qui expliquent aux patients que le traitement qu'on leur propose, on ne peut pas dire si ça va améliorer ou pas son taux de réussite. C'est un traitement qu'on fait pour améliorer le taux de réussite des patients d'ici à 5 ans. Alors, ça vraiment, prendre une patiente, lui dire on va faire un PRP parce que ça va augmenter vos possibilités, vraiment, je pense c'est au niveau de bioéthique, c'est pas juste. On doit expliquer aux patients qu'on fait le traitement de PRP pour aider à des patients d'ici à 3, 4, 5 ans si finalement ce traitement nous montre que ça augmente le taux de naissance. Mais malheureusement, en 2024, on n'a pas cette évidence. Si on fait le PRP, on le fait pour améliorer les conditions des patientes à futur. Mais 2024, on ne peut pas dire si le PRP peut améliorer ou parfois réduire le taux de succès. Alors ça, vraiment, aujourd'hui, on ne le sait pas. Il y a plusieurs études. Il n'y a pas trop d'études prospectives, malheureusement. Et probablement, je pourrais vous répondre dans 2, 3 ans, mais aujourd'hui, ma réponse est si on vous propose le PRP,
vérifier que ça a été validé par un comité de bioéthique, ce que vous faites, et que vous êtes vraiment dans un programme prospectif, randomisé et validé par un comité. D'accord? Pas le faire comme routine. Il y a une question que je me pose particulièrement, Alex, par rapport au PRP, et je ne sais pas si tu as la réponse, je sais pas d'ailleurs si quelqu'un a la réponse, mais je me pose la question, tu vois, vraiment des hyper-immunités, des hyperactivités de l'immunité de l'endomètre. Quand on fait un PRP, est-ce qu'on n'active pas ça davantage encore? Quand on a déjà. À nouveau, c'est en liaison à une autre thématique de recherche très, très intéressante. Ce sont les cellules NK de l'endomètre. D'accord? À nouveau, 2023, la Société européenne de fertilité nous a dit ça suffit, il ne faut plus faire, bon, chez vous, ça s'appelle Matrice Lab, d'accord? Aucune évidence que 2024, le Matrice Lab ou les traitements que Matrice Lab propose augmentent le taux de naissance, d'accord? Il y a plein de recherches au niveau qui nous aident énormément à mieux comprendre ce qui se passe dans l'endomètre, au niveau de laboratoire, au niveau de recherche, mais malheureusement, on n'a pas d'évidence au niveau des résultats. Ce qu'on a vu, ce qu'on a compris, que cet impact puisse augmenter ou réduire le taux de naissance. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe dedans l'endomètre, mais malheureusement, au niveau clinique de chacune de nos patientes, on ne peut pas leur dire le Matrice Lab va nous aider à comprendre pourquoi il y a des échecs ou les traitements qu'on vous propose vont améliorer le taux de naissance. Alors, je répète, pour des patientes qui arrivent avec le compte-rendu du Matrice Lab, je leur dis, dans un modèle de recherche, on peut vous proposer des traitements que, à futur, pourraient aider d'autres patients. Mais je ne vais jamais leur dire le traitement que Matrice Lab propose ou le traitement que je peux vous proposer dans un modèle recherche va vous aider individuellement. Ça reste expérimental. Ça reste expérimental. Il y a plein d'évidences qui nous manquent. Et je pense qu'on a partagé un petit article sur les corticoïdes en liaison en Matrice Lab. Parfois, on a des surprises et il y a de l'évidence contre. Que ce traitement qu'on propose comme standard dans le Matrice Lab va pas augmenter le taux d'accroche et va augmenter le risque de prématurité et le risque de problèmes placentaires. Non? Alors, en fait, c'est un peu toujours le problème des approches qui sont trop focalisées sur un marqueur et qui sont vraiment très… voilà. C'est que souvent, on oublie que le traitement a des effets collatéraux aussi. Bien sûr. Oui, et je pense que c'est intéressant, comme tu dis, vraiment de valider la phase expérimentale et de se dire que, OK, c'est une phase actuellement… Et de ne pas l'offrir comme routine quand ce n'est pas encore validé. Non, ce n'est pas encore validé. Et ça, il y a bien sûr l'intérêt financier des laboratoires. Ça, malheureusement, on essaye de l'éviter, mais c'est comme ça. Non? On a plusieurs questions au niveau de qu'est-ce que c'est finalement un blastocyste de bonne qualité. Alors de nouveau, il y a des nomenclatures suivant les pays, des A, enfin voilà. Qu'est-ce que tu appelles un blastocyste de qualité? Effectivement, les patients peuvent trouver soit des lettres A, B, C, D, une lettre. Sur la première lettre, en tout cas. D'accord? Non, une lettre, qu'une lettre. A, B, C, D. D'accord? Ça, vraiment, c'est le score que la Société espagnole de fertilité a pris. Puis, là, il y a le standard européen, c'est ce qu'on appelle le score de Garner, où il y a une chiffre, un numéro, et deux lettres. D'accord? Vraiment, quand on veut valorer la qualité d'un embryon, il y a trois facteurs qui sont vraiment très importants. La première, c'est la quantité de cellules qu'on voit au niveau de la partie qui va donner le bébé. D'accord? Ce qu'on appelle la masse cellulaire interne. La quantité de cellules et la compactation de ce groupe de cellules. Ça, vraiment, c'est important. Ce n'est pas important au niveau de la croche parce que ces cellules ne vont pas faire la croche. Non, ça sera le bébé. Alors, vraiment, la qualité de la masse cellulaire interne n'a aucun impact sur le test positif. D'accord? Parfois, ça peut avoir l'impact sur un œuf clair. Non? S'il n'y a pas de cellules, les cellules ne sont pas compactes, il y aura un test positif, il y aura un sac, mais dedans, il n'y aura rien. Parce que vraiment, cette partie de l'embryon, les cellules, il n'y en avait pas trop compactées. Puis, il y a la partie extérieure, périphérique de l'embryon, qui donnera le placenta. C'est ce qu'on appelle le trophectoderme. Et de plus en plus, on pense que cette partie du trophectoderme, c'est le plus important pour avoir un test positif. Mais même si l'embryon est top, le bébé est top, s'il n'y a rien qui fasse l'accroche, ça ne sert à rien. Alors, de plus en plus,
cette deuxième lettre de chiffre et de lettres, le trophectoderme, devient de plus en plus important et de savoir que vraiment cette partie est qualité A ou B. Vraiment, là, c'est très, très important que le trophectoderme soit… Parle du trophectoderme. Donc, par exemple, sur un embryon qui est B5B, ce qui est attribué au trophectoderme, c'est le deuxième B, en gros. Exactement. Et le premier B, après la chiffre, c'est la partie de la Pas mal. masse cellulaire interne. Alors, vraiment, comme standard, bonne qualité, je répète, hein, on puisse dire, on espère un taux de naissance autour du 50%, c'est à partir de bébé. D'accord? Alors, c'est AA, AB, BA et BB. Mais on sait aussi que pour ces embryons où le trophectoderme est de très, très bonne qualité, spécialement A, parfois on peut aussi accepter des embryons CA, où on peut dire que la partie interne de l'embryon est C, et on risque peut-être de fausse couche ou d'œuf clair, mais parfois ça peut nous amener à une naissance. Non? Et vraiment, idéalement, mais on n'a pas toujours, non, on ne peut pas choisir. Non? Le grading de l'embryon, c'est ce qu'on a. Idéalement, on devrait toujours essayer d'avoir des embryons entre AA et BB. Mais bien sûr, s'il n'y a qu'un embryon CB, ben on va transférer un embryon CB, en sachant, et aussi c'est un embryon de trophectoderme qualité C, mais là, on sait que le taux d'accroche probablement sera autour du 20%, pas du 50%. Mais pas de 50%. Ça change juste, en fait, le pourcentage de probabilité d'accroche, en quelque sorte. Finalement. Et il y a une personne qui posait aussi la question d'un embryon qui est de qualité D et qui est congelé. Est-ce qu'il a des chances d'être décongelé? Mais le taux de survie sera très bas. Mais probablement, cet embryon peut pas être intact ou se bloquer après la décongélation. Ok. C'est ce groupe de patients, on ne peut pas dire le taux de survie est du 99%, non, pas du Oui. tout. Donc, effectivement, plus la classification est basse, en fait, et plus le taux de survie à la décongélation aussi Aussi. est Ça a un bas. impact sur la décongélation et sur le taux d'accroche et naissance, effectivement. Ok. Alors bon, il y a plein d'autres questions. Je suis passée du coup à une question sur comment on évite un poids fœtal faible en tant que patiente. Alors c'est pas exactement dans le propos du webinaire, mais comme on en a parlé, je me suis dit il faut quand même répondre. En fait, le problème, c'est qu'il faut comprendre la situation de Oui. nouveau pour Évaluer les risques, prévenir les risques et surtout suivre en fait l'évolution. Parce que ce que je constate aussi, et je sais pas si tu perçois ça aussi, Alex, c'est que souvent, les diagnostics de croissance fœtale faible sont très tardifs, en fait. Souvent, ils tombent très tardivement, vers 25 SA, rarement avant. Et pourtant, avant, si on regarde toutes les échographies qui ont été faites, on a toujours eu un embryon qui était plutôt en bas de la norme, même si les normes ne sont pas vraiment très, très clairement établies avant 17 semaines d'aménorrhée à peu près, mais on voit toujours en fait un embryon qui évolue mal, finalement un fœtus qui commence… Maintenant, on a une calculatrice de ce risque-là à la semaine 12. Et Ok, vraiment, la partie la plus importante, c'est celle du mode de vie. D'accord? Alors, il y a des clairement. données très importantes au niveau de l'index de pulsatilité des artères utérines à la semaine 12. Il y a Oui. des marqueurs sanguins. Mais si on fait que la partie strictement médicale de ces marqueurs biologiques, la sensibilité et spécificité du test n'est pas bonne. C'est vraiment profondir dans tous les précédents, soit des grossesses précédentes, soit de mode de vie, index de masse corporelle, etc., et plusieurs paramètres qui vont faire que ce test de la semaine 12, qu'on fait en Espagne régulièrement, parfois on ajoute de la spégique, on ajoute d'autres traitements pour éviter justement ce risque d'après d'une mauvaise placentation, parce que le problème continue à être du placenta. Et vraiment, chez nous, ce sont des sages-femmes spécialisées qui vont, au début de la grossesse, faire remplir tous ces questionnaires au niveau de mode de vie. Puis, à la semaine 12, on va calculer par échographie et bilan sanguin le risque d'un problème placentaire, parfois accompagné de hypertension, prééclampsie et ce Oui. Oui. poids fœtal trop bas. Et oui, vraiment, parfois, on voit au niveau des échos, ça commence à se voir à la semaine 20, 25 ou 30. Mais il y a des En tout cas, outils. dans la prise en charge gynécologique classique, souvent le diagnostic il est posé extrêmement tardivement et il est posé tellement tardivement qu'il ne permet même pas d'agir sur le mode de vie. Parce que finalement, quand on s'en rend compte à 25 ou 30 SA, la majorité de la grossesse est faite et on aura du mal à agir et à intervenir vraiment sur la prise de poids fœtal. Alors que si on le voit avant, ben, bien évidemment,
protéger davantage le placenta, peut-être optimiser certains critères de vascularisation. Et comme tu dis, le nerf de la guerre, en fait, dans la grossesse, c'est le placenta. C'est C'est ça. vraiment le placenta. On croit toujours que c'est l'embryon, mais bon, c'est un peu la même chose, c'est un peu la même soupe, hein, l'embryon et le placenta, mais concrètement, c'est vraiment ça, c'est le placenta et maintenir ce tissu précieux dans les meilleures conditions pendant toute la grossesse, en fait. C'est ça. C'est vraiment ça. Alors, il est 13h28. On avait dit qu'on clôturait dans 2 minutes. Je ne sais pas si tu voulais prendre encore une question, parce qu'il y a pas mal de questions, mais qui n'ont Peut-être pas celle-là qui est forcément... intéressante, les taux d'hormones idéaux lors d'un transfert, vu qu'on a parlé Oui. de la progestérone. Pour toi, c'est quoi, Alex, le taux de progestérone optimal au moment d'un transfert? On continue à en discuter parce que ce qui est vraiment important, et ça je répète parce qu'on continue à avoir la prise de sang au moment qui n'est pas idéal pour faire le taux de progestérone. On est en train de discuter si c'est pareil de faire le taux de progestérone le jour du transfert ou la veille. Là, il y a des critères différents. Et aussi, quand est-ce qu'on a fait la dernière prise de progestérone? Maintenant, c'est bien qu'on doit laisser minimum 4 heures, entre 4 et 6 heures. L'ovule, en fait, Exactement. et Après l'ovule, et parfois on fait l'ovule à 8 heures du matin, à 9 heures du matin, on est au lab pour faire la prise de sang de la progestérone. Et on a des progestérones qui nous étonnent énormément, progestérone à 49. Et on dit, mais c'est quoi ça? Mais on est en train de faire le pic d'absorption de la progestérone, c'est pas ça ce qu'on veut. On veut vraiment le taux moyen de progestérone, non, de cette patiente, et c'est vraiment très, très important de le faire minimum après 4 heures de la dernière prise ou le dernier ovule. C'est un premier avis. Je pense que c'est plus important pour les patientes aujourd'hui avoir cette idée que de savoir exactement si le cut-off est à 9, à 10 ou à 11. On peut dire vraiment que pour le jour du transfert comme standard, le cut-off normalement pour la majorité clinique est autour de 10, parfois entre 10 et 11. Hein. Et le jour, la veille, normalement entre 8,8 et 10. Hein. Ça, c'est un peu grosso modo, et chaque clinique a validé ses résultats. Alors, je répète, entre 9 et 11, la majorité de cliniques, c'est le standard, soit si on le fait la veille ou le jour du transfert. Et puis, pour certains patients où le taux de progestérone était bas, on refait le taux de progestérone le jour de l'ACG. Et là, à nouveau, c'est pas pareil. Normalement, on calcule que cette progestérone, le jour du test de grossesse, doit être à partir de 13. Mais je répète, pour les patientes qui sont aujourd'hui connectées, faire attention au moment où on fait la prise de sang. Où on fait la prise de sang. On a fait d'ailleurs directement. Et laissez le médecin vérifier si le taux est normal ou anormal, s'il vous plaît. On a d'ailleurs une capsule sur la progestérone qu'on a sortie la semaine dernière, donc je vous invite à la voir parce qu'on vous indique à quel moment aller la doser. Alors, c'est vrai que cette information en plus de l'ovule, c'est intéressant. Merci beaucoup, Alex. Il y avait d'autres questions. Ce que je vous propose, c'est comme d'habitude, on va mettre une boîte à questions sur notre Instagram. S'il y a des questions trop spécifiques et qui demandent le regard d'Alex, on te posera et tu pourras te filmer. Ça, on peut le faire aussi. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, donc on se retrouve très bientôt. Et merci beaucoup, Alex. C'était super intéressant. On a appris, je pense, vraiment des choses. Enfin, je pense que les gens pourront témoigner qu'ils ont appris beaucoup de nouvelles choses par rapport au transfert et aux nouvelles recherches. Même si je suis violé, mais ça a été. Mais ça te va très bien. Très bien. Voilà. On a eu un message que ça fait très vintage et tu es très corporate parce que Fertiline, depuis le départ, c'est violet. Donc, Oui. tu vois, tu aurais été bleu, jaune, ça aurait pas été, mais violet, on reste dans le Fertiline, il n'y a aucun souci. C'est un peu violent comme violet, mais on reste dans le corporate. Pas mal. Je vous remercie Merci beaucoup, Alex. Merci. Merci. Au revoir.